Merci Madame la Présidente pour tous ces éclairages. Nous allons aborder maintenant les perspectives avant d'entamer les recommandations. Alors, en termes de perspective, quel conseil, par exemple, donnerez-vous à des jeunes filles qui seraient tentées par cette aventure de défendre les droits de la femme? Pour ça, le conseil que je donnerais à ces filles, d'être vraiment engagées. Parce que si vous n'êtes pas engagé, si vous n'aimez pas ce que vous voulez faire, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et cet engagement, c'est le courage. Ce n'est pas l'argent, mais c'est de voir ce que vous obtenez à la fin. Quand vous dites que vous faites la promotion des droits des femmes et que au départ, vous avez vu des femmes qui ne savaient même pas l'importance d'une pièce d'identité. Quand on prend des femmes, on dit pour venir, on va vous faire pièce d'identité et on se rend compte qu'on n'a même pas un extrait de naissance. Et qu'aujourd'hui, ces femmes-là, quand vous regardez dans le portefeuille de chaque femme, il y a une pièce d'identité. Ça, vous êtes heureux, c'est votre résultat. Et c'est ce que nous avons fait à OFACI. Et nous n'avons pas demandé d'argent, mais quand on voit ce résultat, on est satisfait. On se dit que l'argent peut venir après. Donc, il faut que les femmes, des filles-là, soient armées de courage et pour dire que celle qui a dévancé ne peut pas rester éternellement. C'est elles qui doivent prendre la relève. Et chaque génération a sa lutte. Les autres ne viendront pas faire le combat à leur place. C'est vraiment très bien dit. C'est vrai qu'on parle de la journée de la femme, mais vous comprendrez que je ne pourrais pas vous laisser sans que vous ne disiez quand même un mot sur le processus électoral actuel et surtout l'engagement des femmes. Votre analyse? Oui. Au niveau du processus électoral, il faut dire que nous nous adressons aux partis politiques. Aux partis politiques de essayer de mettre un peu d'eau dans leur vin parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. On reviendra à ça tout à l'heure dans les recommandations. Sur ces perspectives-là, les élections à venir, OFACI ne peut pas rester sans rien faire. Nous avons sensibilisé les gens pour la révision de la liste électorale et nous le faisons chaque fois. À chaque fois qu'il y a des élections, nous essayons de sensibiliser les jeunes et les femmes à aller s'inscrire sur la liste électorale parce que aussi c'est un devoir citoyen. Pour les élections à venir, nous sensibilisons les jeunes et les femmes à la non-violence. Il faudrait que ces élections soient apaisées parce que quand une élection est mal faite, c'est sa population qui souffre, particulièrement les femmes et les jeunes. Et je pense que les femmes ont compris. Elles vont continuer aussi à sensibiliser les enfants, à sensibiliser leurs maris, à parler à leurs maris pour que ces élections à venir soient des élections apaisées. Comment voyez-vous l'avenir de la femme en Côte d'Ivoire, en Afrique ou dans le monde? Avez-vous de l'espoir? Oui, moi j'ai de l'espoir parce que je ne suis pas venue à la défense des droits des femmes par hasard. Parce que depuis quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup lire, surtout la littérature africaine. Ça m'a mené à comprendre comment les femmes vivaient, tout ce qu'elles avaient comme tâche. Et moi je me dis comment on peut changer ça un jour. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'université. J'ai fait une maîtrise en littérature africaine. J'avais travaillé sur deux œuvres, l'œuvre de Masséni de Tidiane Dème et Mal de mer de Kakou Oklomé. Kakou Oklomé, c'est une écrivaine ivoirienne. Et dans ces œuvres, il me permettait de voir la perception de la femme par les hommes, par la société et la perception de la femme elle-même. Quand vous prenez l'œuvre de Kakou Oklomé, par exemple, Mal de mer, c'est une femme qui était mariée mais elle n'avait pas d'enfant. Mais elle se sentait obligée d'avoir des enfants comme si elle n'avait pas d'enfant, c'était une fin en soi. Mais pour une femme en général qui n'a pas d'enfant, surtout dans notre société actuelle, c'est le regard de la société. Passé, voilà, tout à fait. Donc le regard de la société faisait que cette femme-là, en fait, c'est les autres. C'est les autres. Vous voyez. Et quand je regardais aussi, j'ai vu et quand j'ai lu une si longue lettre de Mariam Mamba et j'ai lu aussi l'œuvre de Regina Yaou. Comment est-ce que dans la société à Caen, une femme qui perdait son mari était rejetée. Et bientôt aussi, peut-être qu'on pourrait citer Amadou Koné, les phrases de Bintou. Donc c'est ça ces œuvres-là qui m'ont poussé quand même à venir voir comment est-ce que nous aussi on peut contribuer à l'épanouissement de la femme. Et je pense que vous avez fait beaucoup. On a eu à mener ensemble le combat au sein de la société civile. Il reste beaucoup à faire. Mais on pense qu'il faut encourager la jeune génération à s'y mettre. Tout à fait. Pour clore le chapitre des perspectives, dites-moi, quelle est la figure féminine dans le monde ou dans le domaine des femmes qui vous inspire? Moi, je n'irai pas dans le monde. Je viens à côté même. Il y a deux figures qui m'ont vraiment marqué. En Côte d'Ivoire, notamment? Oui, notamment, père à son âme, Madame Kaba. Ah, Madame Kaba. Madame Kaba, vraiment, quand je suis rentrée de la promotion de la femme et puis maintenant elle était secrétaire de ONEC, je vous dis que la première fois que j'ai pris part à une de ces formations, et j'ai même fait aussi un panel avec elle, je disais non, il faut que je devienne comme cette femme-là. Elle était une référence pour vous? Elle était une référence pour moi.
Et la deuxième personne, c'est Ofumu Odis. Maître Ofumu, qui aujourd'hui, malgré son âge, et quand vous écoutez cette femme, vous dites, mais waouh, il y a eu du chemin parcouru et que la lutte ne peut pas s'arrêter, elle doit continuer. Voilà, c'est ces deux femmes-là qui m'ont vraiment inspirée et qui me donnent chaque fois l'envie de continuer. La force de continuer, c'est ça. Madame la Présidente, merci beaucoup de votre disponibilité. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission, avec des informations de qualité que vous nous avez donc données. Un dernier message aux femmes, dans un premier temps, dans le contexte de la Journée internationale de la femme. Les élections arrivent en 2025. Il y a des signaux forts qui nous font peur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux acteurs, aux politiciens, à la société civile, à la presse et à la Commission électorale indépendante? Concernant les femmes, la journée du 8 mars, le message que j'aimerais adresser aux femmes, il faudrait qu'elles sachent que le 8 mars n'est pas le port des pagnes. Il ne faudrait pas que le 8 mars se limite seulement au port des pagnes. Il faudrait qu'au-delà du 8 mars, que le bilan qui a été fait pour les droits des femmes se poursuive. Et pour cela, il faut qu'elles s'informent. Il faut qu'elles se forment et qu'elles s'éduquent. À ces trois éléments-là, on pourra vraiment sortir de tous ces problèmes que nous avons. Et parce qu'une femme qui n'a pas l'information, elle est exposée à la violence. Une femme qui n'a pas la formation, elle est toujours exposée aussi à la violence. Donc, il faut que les femmes se forment, elles s'informent. Il faut qu'elles sachent où aller quand il y a un cas de VBG. Il faut qu'elles sachent à qui s'adresser. Maintenant, au niveau de l'éducation, il faut dire que la femme, à tout moment, elle peut se former. On peut pas dire, oui, aujourd'hui, à cet âge, je ne peux pas apprendre ça, je peux pas ça. Non, il faut le faire. L'éducation, c'est la clé de la réussite. Donc, les femmes doivent se former si elles veulent être autonomes financièrement et si elles veulent s'épanouir, elles doivent s'éduquer, elles doivent se former. Au niveau des hommes politiques, à l'orée des élections, nous demandons aux partis politiques de mettre la balle par terre et qu'on ne nous ramène pas un 2010 bis. Parce que je suis bien placée pour en parler. Parce qu'après 2010, Ofassi a eu à sortir un rapport sur les violences faites aux femmes. Et ce sont les femmes qui ont payé les doux tributs de cette guerre, de cette crise-là. Et ce qui fait que en 2015, nous avons fait un sondage pour voir est-ce que les femmes étaient prêtes à aller aux élections. Elles ont dit non, plus jamais elles n'iront aux élections parce que les élections en Côte d'Ivoire riment traumatisme du passé. avec la mort. Donc, il faudrait que les politiciens se souviennent de cela. Pour ne pas qu'il y en ait encore d'autres traumatismes en Côte d'Ivoire. Et quant aux jeunes, les jeunes doivent être quand même responsables. Il faut qu'ils soient plus responsables dans leurs choix. Il faut qu'ils soient moins violents et que dans la violence, rien ne sortit. Ce n'est que le regret qu'on a lorsqu'il y a des élections qui ne sont pas apaisées. À la presse, nos amis de la presse, il faut désarmer vos plumes. Il faut éviter de relayer des informations qui ne sont pas vérifiées et qui peuvent pousser aussi à la haine. Et comme on le dit, le quatrième pouvoir, c'est la presse. Ils ont un pouvoir et ils auront un rôle vraiment à jouer dans ces élections-là. Quant à la CEI, l'organe d'éjection des élections, nous les encourageons à rester conformes aux tests pour que tout aille bien et que pour puisse rassurer la population ivoirienne. Les organisations de la société civile, nous devons continuer nos sensibilisations. Il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer aussi les alertes précoces pour que vraiment ces élections en Côte d'Ivoire soient apaisées et qu'on tourne encore une nouvelle page. Cette nouvelle page-là avec l'espoir et avec beaucoup de bonnes choses pour nos enfants, pour les générations à venir. Donc, ce sont mes mots que j'avais à adresser à toutes les parties prenantes au processus électoral et aussi dans l'autonomisation et aussi l'épanouissement de la femme. Merci beaucoup, Madame Doumbia. Ça a été en œuvre. Merci. Restez sur DDH TV, la chaîne de la dignité des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Partagez, likez et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, Altif.